le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. Ah c'est bien, répète-le, j'aime bien. Bonjour et bienvenue dans cette première émission d'AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qu'il vous fera avoir un accident vasculaire cinématographique. Écoutez, on va peut-être faire un tour de table pour commencer à présenter l'équipe. Comment ça va, Mathéo ? Eh ben écoute, ça va très bien. Moi, je m'appelle Mathéo Fetosa, je suis étudiant et je fais du cinéma à côté de mes études et je me destine à faire scénariste ou réalisateur. Voilà. Nickel. Donc, ce soir, on a aussi Bleu. Enchanté, salut, ça va? Gaston, est-ce que tu veux te présenter ? Alors moi je suis un ancien de l'équipe, j'étais déjà là l'année dernière, donc là c'est la saison 2 et c'est une saison qui va être beaucoup plus exaltante que l'année dernière. C'est une saison qui va se dérouler dans 2 villes et c'est avec grand plaisir que je participe à cette aventure qui est la saison 2 d'AVC. C'est vrai que ce soir on est sur Lyon, on est chez Nathan et justement Nathan, comment ça va ce soir ? Ça va très bien, moi comme Gaston et Victor on fait partie de l'ancienne équipe et du coup c'est super cool de vous retrouver les nouveaux et j'espère qu'on va passer un bon moment avec vous tous. Et justement aujourd'hui on va vous parler de 3 films à l'affiche, Les Amandiers, Armageddon Time et Close. On commence tout de suite avec Les Amandiers, extrait de bande-annonce. C'est mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve. Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur. Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches. Tout le monde est fou. Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice, et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de PD qu'on fait. Exactement, exactement. Un jour il va plus te retenir, un jour il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre. C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien. La femme de Franck a le sida. Et moi j'ai couché avec lui 2 fois. Du coup je vais vous présenter Les Amandiers, belle autofiction présentée au dernier festival de Cannes. Les Amandiers est une évocation de la 2e promotion du Théâtre des Amandiers à Nanterre, dirigée par Patrice Chéreau. On y suit une jeunesse bohème marquée par l'arrivée du sida. Alors que la culture bénéficie des généreux budgets des années longues, Valeria Bruni Tedeschi signe un film intimiste, une belle histoire d'amour entre une âme candide et une âme détruite par la drogue dure. C'est un beau film que je n'ai pas envie de vous spolier, mais c'est un film... Vous spolier. De vous spolier, oui. Un film que je n'ai pas envie de vous spolier, mais qui est magnifique et que je vous encourage à aller voir. Voilà, Les Amandiers, donc film de Valeria Bruni Tedeschi qui est sorti... Tedeschi Je sais pas, Tedeschi, italienne. Avec à l'affiche, on retrouve Nadia Tereskevich, je crois qu'on prononce. Tereskevich. Sofiane Benasser et Louis Garrel également. Nathan, est-ce que tu veux commencer à donner ton opinion sur le film ? Ouais, pourquoi pas. Déjà, c'est mon gros coup de cœur de l'année 2022 au cinéma, j'ai trouvé le film magnifique. Que ce soit sur l'utilisation de la pellicule et sur tous les rapports de focus et le point qui a été fait. Mon prof de ciné trouve que justement le directeur de la photo sait pas faire le point, je suis pas d'accord. Au contraire, on a souvent beaucoup de flou qui permet vraiment justement de laisser de la place pour le drame intimiste, parce qu'en fait c'est ce qu'on voit dans le film et c'est ça la force de l'écriture, c'est-à-dire qu'on a un film choral, c'est-à-dire un film en fait avec plusieurs personnages principaux, parce que là on va suivre les 12 personnes de la troupe et en fait Valérie Bruni Tedeschi et ces deux co-scénaristes ont réussi en fait à créer 12 personnages qui sont extrêmement bien caractérisés, qui apportent tous quelque chose à l'intrigue et en même temps ils peuvent tous être développés à leur juste valeur, apporter quelque chose sans non plus marcher dessus. Tout est cohérent, c'est super bien mené, le film dégage vraiment une énergie fabuleuse et on approche en fait une structure tragique. On a justement ce rise and fall qui est hyper intéressant avec une fin qui est presque démoniaque tant elle nous saisit, puis on tombe de très haut et c'est magnifique. Tu trouves vraiment que c'est un film choral, que le personnage joué par Nadia Tereskevich, c'est pas le personnage principal? Si, mais en fait c'est un film choral parce qu'on a, je crois que sur les 12 membres de la troupe, en plus du directeur du théâtre, Patrice Chéreau, et du directeur de l'école, j'ai oublié son nom, ça fait 14 personnages et qu'on voit assez fréquemment, qui reviennent plusieurs fois. Je pense qu'on a 8 personnages qui se partagent quasiment tout le temps l'écran. Et en plus ils changent, les cercles se réduisent, grandissent, etc. Et puis on a des scènes de représentation où travail au théâtre, en fait on a tous les personnages qui sont là et je trouve que la répartition des rôles est vraiment parfaite. Le directeur de l'école, c'est Pierre Romance. Merci. Moi c'est un film que j'ai trouvé très bon. Franchement, je l'ai pas vu depuis plusieurs mois parce que je l'avais vu à Cannes et j'ai pas eu l'occasion de le revoir.
C'est un film, ouais, c'est un très beau portrait de la jeunesse d'une époque, je trouve. Le film fait penser un peu au Péril jeune de Cédric Klapisch, je sais pas si certains l'ont vu. Le Péril jeune, c'est un film qui est sorti dans les années 90, qui traite d'un groupe de jeunes lycéens. Pour moi, il y a cette idée un peu de traiter d'une jeunesse, de traiter d'un groupe de jeunes personnes qui grandit et s'affrontent face à leurs amours, face à leurs peines, face à leur désir aussi de réussite et de gloire. Ce que je trouve intéressant, c'est que le film réussit bien à immiscer le spectateur dans un domaine très précis qui est le théâtre, et encore plus précisément dans l'école des Amandiers. C'est un milieu que je connaissais absolument pas, qui m'était complètement inconnu, et au fur et à mesure du film, de l'intrigue, je rentre complètement dans cette histoire-là et je m'identifie vraiment au personnage. Après, la mise en scène n'est pas forcément spectaculaire, mais elle est très précise, je trouve. Les plans sont significatifs et la caméra assez discrète, pas mal de temps. Il y a quand même la scène dans la voiture, pour ceux qui verront le film, qui est assez saisissante, où là la mise en scène pour moi éclate avec la musique qui sort à ce moment-là. De Daniel Balavoine, chanteur. Voilà, qui était incroyable. Ça, c'est une scène qui m'a marqué et je me rappelle encore plusieurs mois après avoir le visionnage du film. Sinon, que dire de plus ? Il y a une très bonne direction d'acteur, je trouve. Je pense que le jeu de l'actrice principale est fou, et celui de Louis Garrel aussi est vraiment bien. C'est impressionnant sur ce point-là. C'est un film que je trouve très bien écrit également, notamment quant à l'écriture des personnages. Ils sont très bien caractérisés. C'est pas des personnages qui sont types, c'est des personnages qui ont chacun leur personnalité, leurs démons, leur évolution, leur chute aussi, et c'est vraiment passionnant sur ce point-là. La photographie est super intéressante, moi j'aime beaucoup le grain de pellicule qui est très intéressant, ça retranscrit bien justement l'énergie de l'époque et du milieu bohème dans lequel évoluent un peu les personnages. Après, c'est un film dur à voir, je préfère quand même prévenir ceux qui vont nous écouter. C'est pas le film le plus facile, c'est pas le film le plus joyeux, il faut être bien accroché pour le voir, mais c'est un film que je recommande. C'est un film, pour le coup, vraiment assez autorisant, qui ne conviendra pas forcément à tous les publics, mais qui m'a vraiment ému, touché, et que je recommanderais. C'est un bon film de cette année, peut-être pas l'un des meilleurs, mais un très bon film selon moi quand même. Gaston? Alors, du coup, moi j'ai vu 2 fois Les Amandiers. Je l'ai vu à Cannes, donc avec toi, et puis je l'ai revu donc avec Nathan à Lyon il y a quelques temps. Très peu de temps en fait. Et le deuxième visionnage, j'avais beaucoup aimé au premier visionnage, et le deuxième visionnage, effectivement, m'a remémoré beaucoup de choses. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Et j'ai vu une interview de Valéria Bruni Tedeschi pour France Inter, je crois, et je l'avais aussi vu à C'est à vous, et elle disait peu ou prou les mêmes choses. J'ai l'impression que Valéria Bruni Tedeschi a un peu reproduit ce que Patrice Chéreau faisait avec Les Amandiers. Son tournage, ça a été la création d'une nouvelle troupe. Et finalement, dans cette histoire qui est assez autofictionnelle, puisque Valéria Bruni Tedeschi a fait partie de cette école des Amandiers, Valéria Bruni Tedeschi est le personnage principal, le personnage de Stella. Il y a quand même une impression profonde de réalité qui se dégage de ce film, qui, pour moi, c'est un film très naturaliste, et en même temps, c'est un film qui a une mise en scène exaltante. Et c'est un film qui aborde tellement de sujets tellement marquants des années 80. Tu disais que c'est un film autorisant. Effectivement, ça va être un film autorisant si pour des personnes qui auront l'habitude d'aller voir des Marvel au cinéma, qui ont l'habitude de voir d'autres films, des films plus populaires au cinéma. C'est vrai, c'est pas du tout une critique. Hein. C'est un film de Cannes en fait. C'est vraiment un film festival de Cannes. Je trouve pas. Sérieusement, c'est un film qui, pour moi, d'accord avec Gaston. C'est un film qui m'a ému. Et c'est un film qui émeut en dehors de toute considération culturelle, intellectuelle et tout ça. Il faut juste apprécier le portrait d'une jeunesse fougueuse, un peu exaltée, et qui n'est pas notre jeunesse à nous. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un vrai parallèle à faire avec la jeunesse actuelle. Nathan? Ouais, j'aimerais juste ajouter, tu parlais d'Étienne tout à l'heure. Moi, c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. Parce que on parle beaucoup en ce moment de personnages borderline, et je trouve que c'est l'exemple typique, et il est amené d'une manière magnifique. Et déjà, on voit aussi toutes les qualités narratives des 3 scénaristes, qui en fait, en une scène où on le voit pour la première fois, comment on le caractérise tellement bien. Je sais pas si vous voyez dans la scène d'ouverture d'audition, quand il passe en audition, où en fait on entend juste dire 3 lignes de vers avec un faux flingue dans la main, et c'est glaçant parce qu'il a une manière de parler qui fait tellement théâtral mais tellement vrai. En fait, on a l'impression qu'il est tellement drogué qu'en fait il est plus connecté à la même réalité que nous. Un moment qui m'a marqué avec ce personnage, c'est la partie où l'équipe part à New York et où le personnage, tu vois en fait que c'est un des seuls qui est un peu en marge. Il a une personnalité tellement forte et qui est tellement atypique qu'on ne croiserait pas forcément dans la vie de tous les jours, que ça en devient un personnage ambivalent entre le théâtre, le cinéma et le monde réel. Ouais, il a un charisme magnétique. Ouais,
Et c'est super. Moi, j'ai vraiment aimé la caractérisation des personnages. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est un film qu'on vous recommande. Tu t'as dit, Nathan, en off, que c'est un des films préférés de cette année de cinéma pour toi? Ouais, c'est mon coup de cœur d'année 2022. On pense à des films qui étaient très très bien, comme au tout début de l'année, Licorice Pizza ou Red Rocket. Ouais. Mais Les Amandiers, je trouve que c'était sublime. Mais après, c'est parce que c'est très personnel. Je conçois que le film a des défauts et qu'il pourra pas plaire à tout le monde. Objectivement, non, c'est pas le meilleur film de l'année. Mais c'est mon coup de cœur. Et du coup, ce sera tout pour ce film-là, puisque Mathéo et Blue n'ont pas pu le voir au cinéma, Allez le malheureusement. Ouais, allez le voir. Il est sorti mercredi au moment où sort l'émission. Le 16. C'est ça. Donc, écoutez, je vous encourage, je pense qu'on vous encourage tous à aller voir ce film Les Amandiers. Et on va passer de suite au second film, Armageddon Time. The United States stands for an idea whose time is now. Ronald Reagan will win tonight. What a schmuck. I think I want to be an artist when I grow up. You're gonna be an artist if you want to be. Nothing's gonna stop you. You're going to college. He'll have dinner with kings if he plays his cards right. I really like your stickers. My stepbrother gave them to me. He's in the Air Force. That's so cool. How dare you! A menace to you! Je vais vous présenter Armageddon Time, donc qui est un film à hauteur d'enfant. Armageddon Time nous raconte la vie de Paul, un jeune garçon juif qui est le double fictionnel du réalisateur. Il semble décalé par rapport à son environnement et sa famille. Donc c'est un jeune garçon assez rebelle qui est dans sa préadolescence et il se lie avec Johnny, donc un jeune garçon afro-américain issu d'un milieu très défavorisé. Et les deux garçons seront séparés par les inégalités raciales et les inégalités sociales. Donc dans cette autofiction assumée, la famille Trump apparaît comme une image de l'élite new-yorkaise blanche à laquelle la famille de Paul, tout en professant des convictions progressistes, tente bon gré mal gré d'intégrer ses enfants au nom de l'ascension sociale. Voilà, donc Armageddon Time, nouveau film de James Gray après Ad Astra et The Lost City of Z, notamment avec à l'affiche Anna Thaoué, Anthony Hopkins ou encore Jeremy Strong. Tout comme Les Amandiers, il a été également en compétition au Festival de Cannes cette année. Est-ce que, Mathéo, tu pourrais commencer à donner ton avis sur ce film ? Alors, donc moi, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, même si j'y trouve plusieurs défauts assez marquants. C'est un film très intéressant sur le passage à l'âge adulte. Il y a quand même plusieurs éléments qui, notamment la vision du rêve américain par les yeux d'un enfant, c'est quelque chose qui, pour le coup, change de plusieurs autres types de films qui traitent de ce sujet et qui lui apportent un peu de légèreté. Donc, il y a des éléments intéressants qui traitent du rêve américain, comme notamment la place des Afro-Américains. Il y a cette espèce de place donnée au futur, qui est toujours un futur supposé et qui ne correspond pas justement à cet enfant qui est décalé par rapport au reste de la famille. Donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à ça. En fait, je pense que comme beaucoup de réalisateurs américains de cette époque, on adore François Truffaut et les 400 coups, donc on se dit... je vais en parler justement. On va faire pareil. Et en fait, je trouve que le défaut majoritaire du film, c'est ses personnages. Le gamin, sur un coup de tête, il décide de partir comme ça en Floride. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre est-ce que en fait, c'est fait exprès de la part de James Gray d'avoir un personnage où on a du mal à comprendre pourquoi ses réactions sont aussi extrêmes par rapport à ce qui se passe dans son environnement. Parce que c'est un peu c'est l'enfance du réalisateur, donc en même temps il va pas donner les clés non plus de qui il est lui. Voilà. Il y a une part de mystère et il l'explique pas potentiellement. tout. Et puis après aussi, pour moi le plus gros problème, c'est le personnage de la mère qui est vraiment unilatéral, c'est-à-dire j'essaie de garder la face, tout va bien, puis après je chiale et puis après je disparais. Et puis après le personnage du père qui est je suis un père sévère et strict, mais d'un autre côté j'adore parler de pont. Et puis après par contre il a son petit moment de gloire à la fin où il tient un très beau discours en fait où il vient remplacer la figure du grand-père qui était la seule personne qui arrivait en fait à parler à son petit-fils, donc au personnage principal. Et il a un très beau moment dans la voiture où il y a un dialogue que je trouve assez saisissant, et c'est le seul moment où il arrive à se rattraper parce que c'est tellement unilatéral et c'est chiant. Et après, si c'est vraiment la réalité du réalisateur, je suis désolé pour lui, sa réalité est chiante, pas très intéressante et cliché. Gaston, vas-y. Si c'est un film sur la déception que peut inspirer une famille, le film est réussi. Quel film qui me déçoit. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie pas mal l'œuvre de James Gray. J'ai été très client de ce que James Gray a proposé dans ses deux derniers films avant Armageddon Time, Ad Astra et The Lost City of Z. J'allais partir pour défoncer Armageddon Time. Je vais être plus nuancé. C'est un film correct, vraiment. Cependant, il y a un vrai problème avec Armageddon Time.
c'est que ces personnages ne sont que peu attachants. Encore une fois, c'est peut-être une volonté du réalisateur. Peut-être que James Gray voulait se présenter comme un gosse insupportable qui surjoue le côté décalé et qui refuse de se sortir les doigts du cul. Vous voyez pas Bleu qui se retient de te péter un plomb là. Ça va être à toi. Ce gamin était insupportable. Je n'ai pas pu ressentir une once d'empathie pour lui. Le personnage de Johnny, donc le jeune afro-américain, est quand même plus touchant et je pense que les meilleurs moments du film sont pour lui. Cependant, comment s'attacher au personnage principal qui lâche son ami à la première difficulté et qui m'apparaît profondément antipathique. Mais Gaston, on dépeint des réalités, des tensions après dans une cour de récréation où t'as le gamin qui est face à d'autres gamins et qui doit choisir entre... Oui, mais après, est-ce qu'on peut justifier ça en disant « Ah, mais on dépeint des réalités, le cinéma dépeint des réalités, il a été fait pour ça ». Est-ce que je peux finir ? Moi, j'aimerais bien finir. Et ce que j'aimerais bien souligner, c'est que ce film aurait été bien meilleur si James Gray avait fait une progression, c'est-à-dire si on avait suivi l'amitié de ces deux garçons sur plusieurs années, avec éventuellement une séparation inévitable, peut-être à l'entrée de l'âge adulte. Si le but de James Gray, c'est de me montrer l'hypocrisie de son milieu, c'est de me montrer la déception qu'inspire son milieu, en réalité, le film est réussi. Et c'est ça, en fait. En fait, mon avis est très ambivalent. J'ai envie de vous dire que ces personnages m'énervent, mais ça veut peut-être dire que le film veut dire quelque chose en réalité. Et c'est peut-être le film a peut-être un sens, oui, en fait. Oui, et tu n'as pas vu ce sens-là, justement, Gaston. Si, je l'ai vu, c'est juste qu'il m'a énervé. D'accord. Bon, Bleu, à ton tour de défendre ce film parce que je pense, enfin, tous les deux, on va pas être d'accord avec Gaston et Nathan, ça c'est évident. Donc on va défendre ce film et je te laisse prendre la parole pour parler d'Armageddon Time. Il y a pas mal de points sur lesquels je me trouve en total désaccord avec les garçons, notamment je trouve qu'on prête des valeurs et des mentalités d'adultes à un enfant, parce qu'il s'agit vraiment d'un enfant, et je pense que justement c'est ce qu'on oublie par rapport au film, c'est la thématique centrale du film, c'est justement ce qui est indicible et incompréhensible quand on est un enfant, à savoir la violence à la maison, mais aussi les problématiques qu'on commence à expérimenter à cet âge-là, mais qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. J'ai trouvé justement que, contrairement aux garçons, les personnages étaient plus complexes que manichéens. On a une figure maternelle et une figure paternelle assez classiques qu'on peut retrouver dans plusieurs films. Et en même temps, on peut aussi avoir des comportements qui sont parfois imprévus. On voit une mère qui est très aimante mais qui se laisse dépasser, qui a tantôt l'air d'avoir une très bonne relation avec son fils et puis tantôt... absolument pas, qui a aussi des accès de violence, mais qui en même temps remet totalement en question l'éducation qu'a prodiguée à ses enfants, le fait que le père soit très très violent avec ses enfants et qu'en même temps elle ne voit pas d'autre issue pour régler les conflits. Et j'aime bien aussi le fait que le film ne fasse pas de cadeau aux spectateurs concernant la réalité de la vie. La vie... Et comme elle est dépeinte dans le film, elle est difficile, elle est sans artifice, elle est brutale, injuste, comme dit le père. On sait que certains personnages ont plus de chances que d'autres dans la vie et qui s'en sortiront pas forcément, qu'on a des chemins de vie où on est perdu d'avance. Et donc ici, je trouve qu'on romantise pas la violence du monde, mais on la montre telle qu'elle est vraiment. Mathéo, tu voulais rebondir ? Je vais rebondir parce que je pense qu'un des éléments qui est important pour comprendre notamment la psychologie des personnages, c'est un truc, justement, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Gaston tout à l'heure sur une famille bourgeoise en parlant de la famille de Paul. Je trouve qu'il y a un des éléments qui est quand même assez bien réussi dans le film, c'est que en fait on nous montre une famille qui est sortie justement de cette misère de classe, de cette fatalité de l'origine, notamment vu que c'est une famille d'origine juive. Ils en parlent notamment dans le film, et je trouve que c'est très intéressant de voir cette transition qui est faite entre la famille juive qui justement maintenant essaye de faire en sorte qu'elle s'en sorte et de faire en sorte que le plus jeune de la famille, donc Paul, réussisse à aller au-dessus d'eux, donc c'est la base même du rêve américain, et qui est montré comme à la fois une... pseudo-réussite à travers cette famille-là, mais qui est aussi remise en cause par les autres groupes montrés dans le film, qui eux, comme a dit Bleu tout à l'heure, n'ont pas autant de chance que la famille de Paul. Moi honnêtement, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Je vais le défendre parce que c'est pas un de mes coups de cœur de l'année, mais c'est un
un film que je vais porter longtemps avec moi. Ça m'a beaucoup touché, c'est venu chercher le petit garçon qui était en moi, qui se reconnaît un peu dans certaines actions à l'école ou des moments un peu plus touchants. Et je trouve que aussi le réalisateur arrive à filmer les lieux et leur donner une aura folle. Il y a peu de réalisateurs qui savent faire ça. Alors, on peut citer Woody Allen qui le fait très bien dans Manhattan, Cuarón dans Roma, ou Truffaut et les 400 coups qui filment Paris de manière géniale. Bah là, pour moi, James Gray justement filme New York de manière vraiment saisissante. La ville est un immense terrain de jeu et d'exploration pour ces deux enfants que l'on suit tout au long du film. Et ça, c'est particulièrement touchant. Et c'est beau de voir la ville dépeinte comme ça par un réalisateur de cette manière-là. Au niveau de la mise en scène, je trouve qu'elle est très discrète, sans être banale. J'ai eu une discussion avec un ami en sortant du cinéma, Nicolas, si tu m'entends. La mise en scène, il critiquait justement en disant qu'il n'y avait aucune mise en scène, que c'était un film sans réalisation, et je suis pas d'accord parce que la caméra se fait oublier, mais elle colle en fait à l'enfance morose de ce petit garçon qui grandit dans ce quartier du Queens et qui n'a pas une vie trépidante, mais là pour moi justement c'est très touchant et la mise en scène n'a pas besoin d'être grandiose pour que le film soit beau et grand. Il y a énormément de thèmes dans le film qui sont magnifiquement abordés. On parle de la structuration de la société américaine. On a cette différence collège privé, collège public qui est très, très marquante avec le racisme entre les enfants noirs, les enfants blancs, également la discrimination vers les juifs. Il y a la violence au sein du foyer. Je crois que c'est Nathan qui parlait de la scène avec le père qui bat son fils. C'est très violent, c'est très marquant. Il y a des scènes qui m'ont mis les larmes aux yeux. Les scènes avec le grand-père, c'est touchant. Il y a les rêves de gamins bridés par la société. Il y a une scène au sein du musée du Guggenheim qui est magnifique avec l'enfant qui se met à rêver de devenir Kandinsky devant un tableau. Moi, c'est des scènes qui m'ont marqué, qui m'ont ému, et le visuel, l'esthétique du film associé à ce récit touchant d'un petit garçon qui certes n'est pas l'enfance de tout le monde, qui ne représente pas tout le monde, qui représente juste le réalisateur qui dépeint son histoire, mais à travers laquelle on peut se retrouver, à travers laquelle on peut retrouver l'enfance et la vie de millions d'enfants et de millions d'enfants américains de cette époque-là. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché pour toutes ces raisons-là, et je le recommande vivement à tous ceux qui vont nous écouter. Je voulais juste revenir sur ce que Gaston disait tout à l'heure concernant ce qu'il appelle l'hypocrisie de classe. C'est une idée avec laquelle je suis pas du tout d'accord, mais je comprends que tu aies cette idée-là. Mais en fait, on parle juste d'une famille juive qui a subi des atrocités et qui vit aux dépens des grands-parents et qui essaye d'élever ses enfants à une situation plus enviable. Et je trouve pas que ce soit l'hypocrisie, mais de la survie. Bon, vous l'aurez compris, les avis sont divisés, mais on va de suite enchaîner avec le dernier film, Klaus de Lucas Dont. Ils sont derrière, cours! Ah, voilà toi. Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Ouvrez les fenêtres, les garçons. T'es prêt? Hallo iedereen, welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas... Peut-être que vous assumez pas. Je vais vous présenter donc Klaus de Lucas Dont. Donc c'est un beau film sur la fin de l'enfance et la mort de la candeur. En Belgique, deux jeunes garçons liés par une relation fusionnelle et innocente s'éloignent inexorablement alors qu'ils entrent au collège. Léo, blond et fluet, renie son androgénie naturelle pour aller vers le monde viril des adolescents, là où le sensible Rémi semble choisir de rester fidèle à lui-même. Cette rupture amicale ne sera pas sans conséquence. Très bien, donc Klaus, qui est le deuxième film de Lucas Dont, après Girl, avec au casting Eden Dambrine, Gustave De Waal et Émilie Dequesne, notamment. Et le film est passé lui aussi par la compétition du Festival de Cannes et a reçu le Grand Prix du jury. Voilà ce qu'on peut en dire. Est-ce que Gaston, tu veux donner ton opinion maintenant sur le film ? Donc très rapidement, mon avis sur Klaus, pour moi c'est un film très touchant. C'est un film, comme je l'ai dit dans mon synopsis, qui évoque la mort de la candeur, la mort de l'innocence propre à l'enfance, avec vraiment ce passage à l'adolescence qui va entraîner le passage à l'âge adulte par la suite. Donc en fait, c'est apprendre à devenir des petits adultes. Et apprendre à devenir des petits adultes, c'est gommer tout ce qui pourrait apparaître comme des imperfections, comme des faiblesses par rapport aux autres enfants, notamment du collège, qui vont commencer à dire « mais vous êtes très proches, vous êtes deux amis garçons, est-ce que vous ne serez pas gays ?» Et donc du coup, le personnage de Léo, qui est le personnage central du film, va vraiment prendre ça très mal. Et justement, c'est le début chez lui de la mort de l'enfance pour vraiment le début d'une adolescence qui va renier
cette androgénie, comme je disais dans le synopsis, de l'enfance, pour une posture beaucoup plus virile. Et finalement, en abandonnant son androgénie, en abandonnant son caractère enfantin, il va aussi abandonner son compagnon, Rémi. C'est un beau film, en fait, sur la rupture amicale. Et tout ce qui s'ensuit dans le film, en fait, est vraiment symbolique de ça. Et il y a vraiment une mort symbolique de l'enfance qui est vraiment magnifiée dans ce film. Et c'est pour ça que moi, c'est un film qui m'a beaucoup ému. Bleu, ton opinion sur Close ? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une réflexion très intéressante autour des injonctions à la masculinité, à la virilité, à l'hétéronormativité, qui se développent, comme on le voit, dès l'enfance. Dans les critiques que j'ai pu lire, on comparait souvent les plans de Lucas Dont à des plans à la Dolan, très intimistes, ce que j'ai remarqué aussi, mais j'ai trouvé que c'était parfois au risque de verser dans un peu de lourdeur, de sacrifier des décors et des plans qui peuvent être sublimes, comme par exemple ce qu'on peut voir dans Les Champs en fleurs, que j'ai particulièrement apprécié. L'aspect contemplatif que j'ai beaucoup apprécié au début du film devient ensuite un peu pesant, je trouve, parce qu'il est associé à la lourdeur de la tension latente, qui laisse place à des silences interminables et des scènes où les personnages se dévisagent sans fin. Et donc, ça devient presque pesant de devoir se confronter en permanence aux yeux de Léo, qui laisse percevoir toute sa culpabilité. Et je trouve que le film aurait pu s'arrêter finalement à la moitié, on aurait compris le propos et la portée, et qu'on n'avait pas besoin de verser dans le pathos à ce point. Pour autant, je trouve qu'il y a un jeu d'acteur exceptionnel de la part des garçons, et surtout du côté d'Eden Dambrin, je crois que ça se prononce comme ça. Et on a une sensibilité qui provoque une empathie extrême, et on est face à une très belle représentation de cette phase de transition étrange qui advient l'adolescence, et des rapports d'amitié entre deux jeunes garçons. Alors, Close. Close est un film sur lequel on va pas être tous d'accord, parce que je te rejoins pas vraiment en bleu là-dessus. Je trouve justement que la première partie du film est un peu trop écrite, un peu trop surjouée par moments. Et c'est très touchant, c'est très beau, il y a de très belles scènes. Il y a un travail sur la photographie entre les passages de vie, de rêve en fait, de deux enfants qui s'évadent et qui imaginent leur vie, qui sont encore des enfants, et les passages plus crus, plus réels face à d'autres enfants de l'école, avec comme disait Gaston, ce passage vers l'âge adulte où on a du coup cette manifestation vraiment des conflits d'adultes, ou des conflits en tout cas d'adolescents. Je trouve la mise en scène vraiment flamboyante. Il y a des plans, notamment dans les scènes de hockey sur glace. En fait, l'enfance, le hockey sur glace, c'est un peu son exutoire. Et les scènes de hockey sur glace sont filmées avec des travelling. Enfin, pas des travelling. Enfin, c'est un steadicam sur patin à glace qui tourne autour de l'enfant. Et c'est magnifique d'avoir cette espèce d'effet de tourbillon dans un moment où l'enfant est complètement perdu et essaie de défouler sa colère à travers ce sport-là. Moi, c'est des scènes qui m'ont vraiment marqué. Après, je vais avoir des réticences sur pas mal de points. L'écriture me plaît, mais me perturbe beaucoup, parce qu'en fait, contrairement à pas mal de films, le switch en fait arrive au milieu du film, et du coup la deuxième partie est assez longue, mais c'est justifié aussi. Il y a peu d'actions, de grandes actions entre guillemets dans la deuxième partie, mais qui sont beaucoup plus symboliques et beaucoup plus puissantes, donc ça me plaît aussi. Et après, la photographie, je trouve, pour le coup, est assez inégale. Il y a des moments où c'est très beau, des moments où c'est très très fade, des fois même surexposé, mais voilà, le film me convainc, mais me laisse quand même pas mal de réticence, on va dire. Donc j'aime le film, mais je le recommanderais quand même, bien sûr, évidemment. Alors, je vais essayer de pas trop répéter ce que mes collègues ont dit, mais ce que j'aime beaucoup chez Close, c'est que Lucas Dont, en plus quand même d'accepter beaucoup de ressemblances avec le cinéma de Xavier Dolan, rentre vraiment dans une tradition du cinéma un peu scandinave. On peut remonter très loin au cinéma des années 20, mais je pense que ce serait peut-être un peu capillotracté. Mais sinon, je trouve qu'on se cale vraiment, même chez une autre réalisatrice belge qui s'appelle Chantal Akerman, où justement on sent sur un cinéma qui est très froid, qui se traduit par la mise en scène, où justement on a une photo qui est parfois un peu fade, qui va des fois exacerber la beauté des couleurs. Fade, mais surtout inégal en fait, parce que dans Close, il y a des moments où la photo est absolument incroyable. Ouais. Il y a des moments dans la chambre avec le mur rouge, ou même les scènes de hockey sur glace, c'est magnifique. Je suis d'accord avec toi. C'est assez inégal. Les scènes de hockey sur glace, pour le coup, en termes de photographie, c'est très bicolore. Hein. Il y a la tenue des gens en noir et la glace en blanc. Oui, mais c'est quand même très bien éclairé. Ouais, mais voilà. Je suis d'accord. Je trouve qu'elle est inégale, et notamment à cause de ce qu'a dit Bleu sur le côté où il y a des scènes qui semblent un peu superflues.
à certains moments, et donc ça fait que justement ces scènes superflues rendent inégale la photographie. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Parce que pour moi, il n'y a pas de scène superflue parce que justement, on rentre dans une tradition d'un cinéma qui est lent, qui se veut chirurgical, très froid, où en fait, on va vraiment, avec un scalpel, venir découper un sentiment et vraiment essayer de le comprendre en allant au plus profond. Donc peut-être que du coup, je peux comprendre que pour certains, ça va trop loin. Mais moi, je trouve que dans Close, ça fonctionne. Bah, en fait, moi, Close, il m'a plutôt plu, même si j'ai quelques points qui m'ont plutôt gêné, notamment ce que je disais par rapport en réaction à Nathan sur certaines longueurs. Même si on peut faire référence au cinéma scandinave, c'est assez intéressant, mais je trouve qu'il y a quand même certaines scènes qui sont un peu superflues. Mais il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant. Lesquelles de scènes, par exemple? Je rejoins Bleu là-dessus. En fait, c'est pas des scènes. Il y a des séquences, je peux pas les évoquer sans spoiler, mais notamment dans la deuxième partie. Dis juste l'endroit, la pièce ou un truc. Les scènes, la scène du premier retour de Léo chez les parents de Rémi. D'accord. Okay. J'ai trouvé que cette scène était vraiment superflue parce qu'elle apporte pas énormément. Ouais, mais pourtant émotionnellement c'est quand même fort. Émotionnellement elle est très forte, mais je trouve qu'il y a d'autres scènes extrêmement fortes, et en fait je trouve que l'accumulation de scènes fortes font qu'elles deviennent moins impactantes au fil du film, au point où j'ai trouvé que certaines scènes semblaient presque justement superflues à cause du fait qu'il y en avait d'autres qu'elles faisaient presque doublon. Mais dans la globalité, notamment en comparant à Armageddon Time, je trouve que comparé à ce Armageddon Time, Close ouvre des portes et va au bout de celle-ci. C'est-à-dire qu'il exploite à fond tous les thèmes qu'il prend, et notamment le thème central qui est le passage à l'adolescence. Il est vraiment extrêmement bien évoqué tout le long du film, avec certes sans forcer le trait, avec plusieurs points vraiment très précis, et c'est notamment pour ça que je pourrais le recommander, parce que c'est un film qui est extrêmement incisif, à l'inverse de ce qu'il disait Nathan. Je le trouve chirurgical, mais dans son écriture plus que dans sa réalisation. Bon bah écoutez, je pense qu'on va clôturer sur Close. C'est un film qu'on va vous recommander, vous pourrez en faire votre propre avis. On a tous plus ou moins aimé le film, avec réticence ou non, mais en tout cas on vous le recommande. Je pense qu'on est sur une fin d'émission, donc est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter, un ressenti? Gaston, comment s'est passée l'émission? C'était laborieux. C'était laborieux. Vous avez pas le backstage, mais l'émission a duré en fait beaucoup trop longtemps d'enregistrement pour ce que vous allez écouter. Bon, la semaine prochaine, on fera une émission plus thématique du coup, et on reviendra dans 2 semaines pour des films à l'affiche. En tout cas, si personne n'a quelque chose à rajouter. Moi, je l'ai pas dit au début de l'émission, mais c'était la première émission que je faisais avec vous. C'est vrai. Et c'était un très très bon moment. J'ai beaucoup apprécié être là avec vous, et je pense qu'on va en refaire un paquet d'autres. Bah, j'espère le plus possible. Et c'est vraiment chouette. Et du coup, moi également, c'est ma première émission, et très intéressant de discuter avec vous là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, Twitter, également à nous noter sur Spotify ou Deezer, Apple Podcasts. Ça nous aidera pour le référencement, et voilà, ça nous soutient à fond. Donc n'hésitez pas aussi à commenter le podcast en dessous dans la description. Et puis sinon, nous on vous dit à la semaine prochaine, et surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't finish?